Julien. Ouais, vas-y. En fait, durant cette présentation, on va vous donner un goût de tout ce que sont un peu les métiers qu'on retrouve chez Criteo, dans le monde DevOps et CRE. On espère que vous allez sortir d'ici en connaissant un peu tous les buzzwords, et comprendre ce qui se passe derrière, et voilà, faire un vernis un peu de tous les métiers. Donc moi je m'appelle Frédéric Boismenu, j'ai une expérience surtout dans la finance, dans un petit fonds d'investissement à la base, avant de rejoindre Criteo comme SRE. Je faisais beaucoup de programmation, système distribué, du réseau. Moi, Tito Anchary, j'ai rejoint Criteo il y a presque exactement 1 an. J'étais ici en TIV avant. J'ai été en alternance chez Worldline. Je faisais du machine learning et ce genre de choses. Précision, SRE égale Site Reliability Engineer, pour ceux qui ne savent pas, comme ça vraiment. On va sûrement utiliser beaucoup de fois ce mot, donc autant que les gens le sachent. Là, pour l'agenda. En gros, l'idée, c'est pas grave ce qui est écrit, c'est de prendre une application toute petite et de la faire grandir avec une entreprise fictive qui pourrait être Criteo. Ça, c'est pas forcément fait comme ça chez Criteo. Et de voir comment on scale l'application, l'infrastructure, les gens, enfin tout. Voilà. Alors, en introduction de base, on est un peu obligé, désolé. Criteo, c'est une boîte qui a été créée en 2005, il y a 3000 employés, on a des bureaux un peu partout dans le monde. On a 1 milliard de consommateurs, un peu plus d'1 milliard de consommateurs par mois, 3 milliards de publicités qui sont affichées par jour. Donc les encarts de pub sur Internet, c'est en partie nous. Nos concurrents directs et en même temps les gens avec qui on travaille beaucoup, c'est Google, Facebook, ce genre de personnes, Airbnb, Uber, enfin ce petit monde-là. Nous, on est dans un département qui est composé de 140 SRE. On gère 8 data centers sur 3 continents différents et on a environ 35 000 serveurs qu'on gère. Et l'équipe dans laquelle on travaille, Frédéric et moi, on est en charge de ces 35 000 serveurs. Qui sont en bare metal, comme on dit. Enfin, c'est vraiment une infrastructure qui est dédiée chez nous. C'est pas du cloud. Mais on reviendra après dessus, on peut en discuter. Donc au menu du jour, on va s'intéresser un peu à la production. Qu'est-ce que c'est d'opérer des serveurs en production, que vous ayez une meilleure intuition des concepts et pourquoi le SRE est né. C'est un peu ça l'idée, et puis toutes les pratiques qui vont autour, l'agile, le DevOps, le SRE, et tous les cycles de vie du software autour des continuous delivery, continuous integration, et on va voir tous les trucs un peu cool pour ce qui est des applications. Alors, on va partir d'une situation de base qui est, on a dit qu'on partait d'une petite boîte qui veut développer un logiciel. Et ce logiciel, au départ, elle va être développée comme un stagiaire qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Il n'utilise pas Git, il fait pas de test. C'est un stagiaire super sympa, mais il y a plusieurs problèmes à ça. Est-ce que vous en voyez déjà? Le fait que le code soit pas versionné, ce genre de choses, qu'il n'y ait pas de test. Mais le jour où Kenny, il se prend un camion, qu'est-ce qui se passe? Tout le code qui a été créé par Kenny, il disparaît. Il est plus utilisable. Il n'y a pas de versionnage. C'était sur sa machine locale. Il n'y a pas de test. Donc si on réussit à le récupérer, en fait, on saura jamais ce qu'il faisait. Et en fait, vu qu'il était tout seul à travailler dessus, plus personne peut dire si le code était utilisable ou non. Là, ce que je viens de vous apporter, en fait, c'est que quand on commence un logiciel, déjà on a besoin de tests, on a besoin de versionning, et on ne doit pas travailler tout seul dessus. Sinon, on développe ce qu'on appelle un truck factor. C'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui dans Criteo pour choisir des projets qu'on va intégrer à notre infrastructure. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas une seule personne qui connaisse toute la base de code du logiciel. Sinon, le jour où cette personne elle démissionne ou elle disparaît, le projet il est mort. Maintenant. Donc, du coup, maintenant on a du logiciel, il a un peu de... Ouais. Le problème c'est que j'avais coupé. Ouais. Parce que j'ai le projo là-bas. Donc maintenant on a du logiciel qui est testé. Le challenge c'est que maintenant il travaille en équipe, notre ami Kenny.
Donc, ils travaillent sur la même base de code, le même logiciel. La difficulté qu'on va rencontrer, en fait, c'est que si tout le monde commence à pusher du code, il faut s'assurer que le code est consistant. Donc là, on a un problème d'intégration du code. Par exemple, on peut avoir Kenny qui travaille sur sa machine, il envoie un truc, ça marche sur sa machine, il a l'air content. Et puis après, il faut le merger dans Git. Le problème, c'est que si on laisse les utilisateurs le faire entre eux, il y a un moment, le code, ça va plus builder. Il va plus fonctionner. Donc, pour réduire le risque d'intégration du code, la pratique qu'on met en place, c'est l'intégration continue. Le but de l'intégration continue, en fait, comme son nom l'indique, c'est de builder le code avant tout, de manière aussi fréquente que possible. Chez Criteo, par exemple, on passe le code par de la revue. Donc, quand quelqu'un écrit un bout de code, ça passe par un système qui s'appelle Gerrit. Les collègues peuvent le revoir et disent ouais, c'est bon, ça me va, ça a l'air bien. Une fois que c'est poussé, ça va sur un serveur. Donc, par exemple, Jenkins, c'est le serveur d'intégration continue le plus connu, qui va rebuilder tout le code. Il va s'assurer que le code, au moins, il puisse être construit. Une fois qu'il est construit, on peut aussi vérifier par des tests qu'il fonctionne. Et ça évite que quelqu'un, vu qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent en même temps, qu'on se marche sur les pieds. Parce que quelqu'un va écrire un bout de code et puis ça va pas avec le bout de code. Je pense que vous avez tous connu à un moment, si vous travaillez avec vos binômes de manière un peu truande sur les serveurs Git, la situation du merge conflict le dimanche soir quand tu dois rendre un TP, t'es jamais ravi de devoir merger des features. Et c'est pour ça que le système de review existe. C'est pour que quand un commit est poussé sur master, il a été vérifié par quelqu'un et il y en a que un par un qui peuvent passer. Donc on évite ces situations de merge conflict. Ou le fichier qui n'a pas été commité, ça build chez moi, mais oups, en fait, il manque un fichier, quoi. Donc là, au moins, c'est sûr que ça build et que ça peut pas fonctionner. Une fois qu'on est dans cette situation, alors la situation d'avant, c'est on a un serveur Jenkins, on a du Git, on a des tests, donc on est dans une situation à peu près correcte. On a des choses qui commencent à fonctionner. Par contre, si on revient sur la slide d'avant, on montrait que les jars, ils étaient toujours uploadés sur Dropbox. Qu'est-ce qui se passe le jour où on n'a plus Internet dans la boîte, parce que ça peut arriver? L'admin 6, il a plus le jar, et les clients, du coup, ils font comment on fait pour déployer la nouvelle version? Parce que mon jar, il a disparu, Dropbox a craché, ils ont un incident grave, ils n'ont plus aucune archive. Dans ces situations-là, ce qu'il faut faire, c'est du coup d'intégrer un système d'archivage des binaires à l'intérieur, comme Nexus par exemple. Donc une fois qu'on a ça, l'admin 6, lui, il a son historique des binaires, avec tous ses jars, et il peut dire, voilà, je vais pouvoir mettre celui-ci sur ma machine. Par contre, on est toujours dans une situation où on a notre jar sur la machine, on a un Tomcat qui fait plein de trucs, on a l'admin 6 qui fait parfois des opérations comme un bourrin en SSH, il se met sudo dessus, puis après il va supprimer tous les fichiers qui cassent tout. On est tous sur une seule machine, mais ça marche. On a le jar qui est versionné, on a de l'intégration continue, c'est bien. On arrive dans une situation un peu problématique. La machine brûle. C'est un truc qui peut arriver. Hein. Oui, ça arrive. Oui. Ça arrive. Enfin, de toute façon, un disque dur, par exemple, la question, c'est pas est-ce qu'il va mourir, c'est quand il va mourir, c'est sûr. Il a une durée de vie limitée. Et là, on se retrouve dans la problématique. Alors, quelle version on avait notre binaire, quelle version de Tomcat on avait installé, comment c'était configuré, tout était configuré à la main, peut-être avec des scripts si on est chanceux. Et on doit installer une machine vite, il y a le client qui hurle, il faut que ça marche. Comment on fait? Donc là, il y a des outils qui ont été développés. Donc on a dit, en fait, on peut configurer les machines comme si c'était du logiciel, avec du logiciel, avec des outils comme Ansible. On appelle ça du config as code. L'idée, c'est qu'on traite l'installation des machines comme si c'était du software. Donc ça aussi, tout rentre dans le cycle qu'on a vu dans l'intégration continue. Tout devient du code, tout devient versionné, on peut tout builder, et il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, on réinstalle tout. L'avantage du config as code, c'est que du coup, votre infrastructure, vu que ça devient du code, vous pouvez le tester. Ouais. Et c'est quand même,
Quand on travaille sur une seule application, c'est pas trop important parce qu'on sait à peu près ce qui se passe. Quand on a 35 000 serveurs avec 150 000 applications différentes, avoir du code qui est testé et savoir que quand on change un truc, ça se propage pas de partout, c'est pas mal. Et puis tout est versionné ensemble. Donc la configuration de la machine, du logiciel, de la configuration du logiciel, on sait exactement ce qui est installé. Et ça peut être très pratique, surtout avec des technologies comme Docker qu'on a maintenant. On est en train de dire qu'avec ce code-là, on peut reproduire intégralement la machine sur son laptop. Et reproduire exactement, c'est très pratique aussi pour débugger parce que on a exactement la même configuration. C'est pas tiens, ça marche sur ma machine, ça marche pas sur l'autre. Maintenant, on est dans une situation où on a rajouté des serveurs, ils sont configurés, on a du code qui est versionné pour les configurer, donc si on perd un serveur, on peut en faire réapparaître un, on a les bons scripts, tout ça. Par contre, avant d'avoir des environnements, les devs, ils disaient, bon bah voilà mon binaire, et l'admin 6, il disait, bon bah ok, je vais le déployer sur nos 5 machines qu'on a, et puis voilà. Du coup, globalement, les devs, ils étaient dans cette situation. Ils jouent avec le feu sur la machine, et ça casse rien parce que t'as pas de trafic. Puis après, l'admin 6, il met sur la machine de prod, et là, ça explose. Parce que le dev, il a soulevé une race condition, où il y a du code qui a été legacy, qui a été enlevé, en fait, on avait un client qui l'utilisait, plein de choses. Là, ce qu'on soulève, c'est que du coup, il y a besoin de mettre une étape intermédiaire entre le trafic des clients qui vient sur notre application et les devs qui font joujou avec leur application sur la machine locale. Et c'est pour ça qu'on intègre maintenant la notion d'environnement. On veut avoir une phase de qualification, donc c'est ce qu'on va appeler QA, où pour nous, chez Criteo, notre environnement de qualification, c'est notre environnement de pré-prod. Et du coup, on va dire, en pré-production, c'est censé être comme en production, on essaye de reproduire un peu du trafic de production, mais c'est que de la reproduction. On va récupérer une partie des paquets qui sont envoyés sur la prod. On dit maintenant pré-prod reçoit ça. Et du coup on peut tester qu'il y ait des conditions qu'on n'avait pas forcément vues, qui pètent en pré-prod. Une fois que tout le monde est sûr que tout va bien, là on le met en production. Et là c'est cool, on peut faire notre barbecue, on est tranquille, il n'y a rien qui explose. Pour pouvoir faire ce genre de choses, on peut utiliser des solutions comme Spinnaker. Donc c'est un truc qui permet de passer une application de, par exemple, le résultat d'un job Jenkins. Après on dit envoie-le sur telle machine, puis après envoie-le avec l'approval de quelqu'un, envoie-le sur ces 50 machines qui vont être la production. On peut aussi développer des solutions en interne. Tout à l'heure on vous montrera la version Criteo qu'on a du système de déploiement. Juste pour ajouter un petit détail, en fait, c'est du déploiement automatisé qu'on passe d'environnement à environnement. Il faut bien réaliser que c'est toujours le même binaire. On va pas s'amuser à recompiler pour chaque petite différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre la station de travail, la pré-prod et la production. Donc, ça, c'est des concepts qui sont très importants, en fait. On crée un truc, on le teste, et c'est cette chose-là qu'on met en production. Donc avec toutes ces histoires qu'on vous raconte, on commence à voir la tension qui apparaît entre les métiers du développeur, en fait, dont le but est de produire des nouvelles fonctionnalités dans le logiciel, de le faire évoluer. On est content d'écrire du code, et de le mettre vite en production et de voir le fruit de notre travail. Alors que le côté opérationnel va être a priori plus centré sur la stabilité de la plateforme, s'assurer que tout est fait aux petits oignons. Et surtout, ne pas introduire le changement, parce que quand il y a des incidents, c'est toujours dû à du changement. Des fois, des opérationnels. Pas uniquement des développeurs, faut le dire. Et ces tensions-là, on les voit dans les entreprises parce que, typiquement, la manière dont c'est configuré, c'est qu'il y a une équipe qui fait du développement, il y a une équipe qui gère les serveurs, et ils se parlent pas, et ils jettent les binaires à mettre en production par-dessus la barrière, comme on dit. Donc c'est vraiment des équipes en fait on voit des équipes qui se tirent dans les pattes et qui travaillent pas dans la même direction. Donc l'idée de DevOps, c'est de dire on arrête ça, on va essayer de construire des équipes qui sont responsables de bout en bout des applications,
qui vont faire le développement, faire la mise en prod, qui vont faire les opérations. Si ça pète la nuit et que c'est une application critique, tout le monde va être réveillé. Enfin, le développeur, l'opérationnel. Donc on casse ces barrières historiques. Et c'est une équipe qui a un scope, une responsabilité. Donc maintenant, on peut pas dire c'est la faute du voisin. Et c'est ça qui est très important. Et donc les buts de ces équipes doivent être alignés aussi au niveau de l'entreprise après. Et ça a un impact en fait sur l'architecture aussi logicielle parce qu'on se rend compte que, comme on va le voir plus tard, on est en train de parler d'équipes qui sont orientées autour d'un but et ils vont créer un service. Donc on va casser aussi la manière dont on fait du logiciel habituellement. On peut plus rester en monolithe. Après, pour piloter le développement du logiciel, l'industrie a vu que les méthodes traditionnelles comme le waterfall, comment on dit en français, Le cycle en V. le cycle en V, pardon, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, le cycle en V, ça marche pas. Si on planifie pendant un an un logiciel, enfin je caricature, on met un an pour essayer de développer un projet en partant d'une conception pendant 3 mois, une réalisation pendant 3 mois et des tests pendant 3 mois. Au bout des 9 mois, on se rend compte que le logiciel il est plus pertinent. C'est plus ce qu'on veut. Ça marche pas. Donc, et en plus, on prend énormément de risques parce qu'on part du principe qu'on est capable de penser un logiciel, le développement de logiciels pendant 6 mois sur du papier. On n'a jamais vu personne qui sait le faire. Donc en Agile, en fait, on dit, ok, on découpe petit à petit le logiciel et on va le livrer bout par bout et des bouts fonctionnels. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Ça continue. Et ça nous permet de contrôler le risque. Parce qu'en fait, on va livrer des tout petits bouts à la fois, on peut les tester à chaque fois, s'assurer que ça marche et on livre incrémentalement. Dans cette perspective-là, il faut aussi que les opérations soient agiles. Donc ça demande une certaine maturité aussi, et c'est là qu'on se rend compte que demander à des administrateurs réseau purs et durs par exemple de configurer, je sais pas, 1000 bases de données d'un coup et pour le lendemain, bah ça marche plus quoi. Il faut des outils. Donc c'est pour ça que le config as code est très très important aussi dans cette démarche. Du coup, comme Fred vous a dit, en fait, les cycles en V, toutes ces choses, ça marche pas, c'est un peu compliqué. L'équipe en plus, elle réussit pas forcément à s'organiser parce que se retrouver avec une vision sur 9 mois et dire à votre équipe, bon bah voilà, ça c'est le but et vous devez y arriver dans 9 mois, c'est pas possible. Le premier principe d'Agile, c'est de découper en features. Et du coup, d'essayer de proposer des solutions fonctionnelles très rapidement et d'être plus incrémental. Par contre, il y a un inconvénient à ça. C'est que proposer des features, arriver de manière incrémentale, tout ça, c'est très très pratique pour l'équipe de dev. Parce qu'elle, elle est contente, elle ajoute des fonctionnalités, elle voit son logiciel évoluer, elle réussit à donner plus de feedback sur comment ça va avancer. Par contre, pour les gens qui sont quand même les VP, les CTO, toutes ces personnes-là, eux, comment ils font pour gérer des équipes qui fonctionnent que par des sprints? C'est impossible en fait, parce que eux, ils ont besoin d'avoir une vision très long terme. C'est des gens qui travaillent sur des visions 5 ans, 6 ans. C'est pas possible. Pour ça, on introduit du coup les notions de, premièrement, OKR, Objective Key Results. C'est quelque chose qu'on va dire à chaque équipe. On va leur dire, bon bah voilà, vous avez pendant 3 mois un objectif à donner, et voilà la liste des résultats clés que vous devez atteindre. Vous faites ça comme vous voulez avec vos sprints, mais c'est vous qui allez définir vos key results, et il faut qu'on vérifie que ces key results, ce que je viens d'introduire, s'intègrent dans la vision à 9 mois que l'équipe a proposée. Donc l'équipe va avoir la responsabilité de fournir une vision sur 3 mois, en disant bon bah voilà, notre objectif sur 3 mois c'est d'arriver à ça. Puis après, la vision sur 9 mois, ça va être à la fin, une fois qu'on aura fini tous nos key results, on sera capable, de déployer des clusters Kubernetes à la volée. Voilà. Et
faut dire en fait que rendre une entreprise agile depuis le PDG jusqu'à la personne qui produit le code, c'est un sujet de recherche. C'est quelque chose de très compliqué. Là, la vision qu'on vous présente, c'est la méthode de Google qu'on implémente à Criteo. Ça marche plutôt pas mal, pour être honnête, mais il y a quand même des crispations, toujours, parce qu'en fait, c'est assez compliqué quand les gens pilotent avec du budget sur un an. C'est assez compliqué de leur dire ouais, je travaille dessus, on verra où on arrive, on sait pas trop. Donc ça reste quand même un sujet de recherche, faut le savoir. Maintenant qu'on a parlé, on a un peu digressé sur les méthodologies agiles, parce que si vous vous rappelez, maintenant on a une infrastructure qui permet de dev assez rapidement, d'apporter des features. C'est à peu près sécurisé, on sait que ça va pas tout péter tout le temps. Mais maintenant qu'on a tout ce workflow qui marche bien, c'est déployé, c'est intégré, c'est testé, c'est versionné, tout va bien, mais on se rend compte que notre application a des problèmes de perf. Et c'est là qu'on introduit la notion de scalabilité sur nos applications. La première solution pour augmenter la scalabilité de notre application, c'est la méthode bien old school. Comme quand on fabriquait nos PC nous-mêmes, c'est sa RAM, on ajoute de la RAM, on ajoute du CPU. Et potentiellement, si notre application elle est bien faite, elle va consommer plus, et elle va être capable de recevoir plus de charge. L'avantage de cette technique, c'est que t'ajoutes de la RAM, c'est plutôt rapide, et t'as pas besoin de restructurer ton application. Ça reste un bon gros monolithe, ça bouge pas, voilà. L'inconvénient, ça coûte cher d'acheter des composants, ça coûte cher de remplacer un serveur, parce que ça coûte moins cher que de développer. Oui, ça coûte moins cher que de développer, c'est vrai. Mais quand je dis rajouter de la RAM, en fait, ce que ça veut dire d'ailleurs, c'est j'ai un serveur, et malheureusement, souvent mon serveur, je peux pas tant l'améliorer que ça, du coup je vais devoir acheter un gros serveur à côté, et qu'est-ce que je fais de l'ancien? J'ai pas forcément envie de m'en débarrasser, mais j'ai pas forcément d'applications qui sont capables de tourner sur celui-ci, parce qu'il est trop lent. Du coup, ça coûte cher, et puis faire des monolithes, c'est pas bien, parce qu'à un moment, on va rencontrer d'autres problèmes. Donc, qui dit problème, dit méthodologie et technologie pour en fait identifier les problèmes. Alors là, je sais pas ce qu'on peut identifier. Tableau de bord. Ouais, voilà, c'est un tableau de bord Grafana qui montre des métriques qu'on collecte. Je sais pas si on peut améliorer la luminosité. Bon, bref. Je crois que c'est un truc de GPU ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il est vraiment important en fait de collecter des métriques et c'est particulièrement important notamment quand on doit gérer le on-call, enfin l'astreinte, pour pouvoir aussi troubleshooter des incidents. Donc chez nous à Criteo, on a toute une équipe qui s'occupe de fournir la technologie. Donc encore une fois, ils sont orientés service, c'est-à-dire qu'ils fournissent la technologie, ils fournissent la brique. Et après, c'est ces équipes qui les intègrent, qui définissent les métriques. Et qui dit métrique dit alerting quand ça va pas. Donc ça, on verra après l'alerting. Mais là, il y a des noms de technologies assez communes. En gros, ça, c'est les technos qu'on va déployer sur nos machines, nous-mêmes, une prémisse. Ça, c'est très orienté métrique. Et il y a toujours le vilain petit canard qui est les logs. Comment on gère les logs? Il n'y a pas encore de solution unifiée bien, même si Grafana commence à travailler dessus, de gestion des logs et des métriques système. Par exemple, on va pouvoir plotter facilement du CPU. Mais alors, comment exposer de manière sympa les logs, par exemple applicatifs ou du système, en relation avec ces métriques-là, c'est pas encore, les outils sont pas encore là. Puis il y a d'autres solutions, il y a des solutions bien sûr as a service comme tout dans la vie maintenant. Par exemple, il y a Datadog. Du coup, comme on vous a dit, là on est quand on veut vérifier que notre application va bien ou que notre application scale, du coup avec les métriques on est capable de détecter les problèmes de performance potentiellement, parce qu'on expose ce qu'on appelle les time series. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut détecter à partir de ces métriques, c'est les incidents. Qui dit incident dit astreinte.
Qui dit incident dit du coup ownership, qui dit incident dit aussi mesure de l'impact pour le business. Parce que si du coup notre application marche pas, il faut qu'on soit capable de dire quel est l'impact pour le business, combien de requêtes on n'a pas été capable d'accepter dans la dernière minute, et quel impact ça a sur le business de la boîte. Ça demande de la communication et ça demande une certaine organisation. L'incident management, c'est une équipe à part entière qui est responsable de ça à Criteo. C'est elle qui va être responsable de la communication entre les équipes quand il y a un incident. Donc si un de nos softs pète en plein milieu de la nuit, premièrement on va être appelé, on va avoir une application sur un téléphone qui va nous dire bon bah Coco, c'est toi qui es d'astreinte ce soir, tu dois répondre, là on n'a plus de requêtes qui passent et toutes nos applications ont disparu, amuse-toi. Souvent c'est pas très agréable, il est 4h du matin, t'as bu 3 bières avant, T'es pas censé les boire. T'es pas censé les voir, c'est vrai. Mais tant que t'es chez toi, normalement. Et une fois que du coup t'es appelé, va y avoir plusieurs choses. Déjà, va y avoir les personnes qui sont responsables de la communication qui vont dire bon bah est-ce que tu peux me donner des informations sur ce qui est en train de se passer? Parce que moi, il faut que je dise au client qu'on n'est plus en train d'afficher ses pubs depuis 30 minutes et qu'il perd 1 million à la minute. Donc voilà, c'est un peu beaucoup, 1 million. Une fois que cette équipe pose cette question, elle va aussi dire est-ce que tu penses que tu as besoin d'interaction avec d'autres équipes qui sont potentiellement transverses à la tienne? Donc nous, par exemple, on est très proche de l'équipe de réseau ou l'équipe de discovery. On en parlera un peu plus tard. Et du coup, ces équipes-là, parfois, on va les réveiller aussi pour leur dire bon bah là, c'est tout cassé et on a besoin de votre aide parce que cette partie-là, nous, elle est cassée, mais on sait que ça vient de votre côté. Donc la communication va être gérée par les gens qui font l'incident management. Et il y a encore une autre chose qui est importante dans l'incident management, c'est être capable de dire eh oh, j'y arrive pas. Et là, du coup, t'appelles ton copain et tu fais ouais, je suis désolé, il est 6h du mat, mais j'y arrive vraiment pas, donc j'ai besoin de mon lead pour aider à résoudre le problème. Ça, c'est ce qu'on appelle l'escalation. Et petit à petit, cette équipe a des techniques pour dire bon bah voilà, t'as pas réussi pendant tant de temps à résoudre le problème, c'est pas grave, mais là, on va avoir besoin de plus de ressources. Du coup, on appelle de plus en plus de gens jusqu'à ce que ça devienne des incidents critiques qui durent plusieurs jours. Et là, c'est tout le monde qui travaille dessus. Je vais juste rajouter une petite note par rapport au trigger de l'incident management. C'est souvent des métriques qui sont définies à l'intérieur des équipes. Et c'est assez intéressant parce que c'est l'équipe elle-même qui définit ces métriques qui va faire qu'on va être appelé ou pas. Donc, on a tendance à faire des métriques du genre j'utilise 100% de mon CPU, ça va pas. C'est l'horreur, je suis appelé. Si on fait ça, on va être appelé toutes les nuits. Donc vraiment, il y a une philosophie qui est importante quand on définit les métriques et les alertes, c'est de mimiquer ce que voit le client. On se met à la place du client, on regarde est-ce que le service fonctionne pour le client. Ça, c'est vraiment un principe qui est très important. C'est ce qu'on appelle la définition des SLA. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. C'est Service Level Agreement, c'est ça. Et SLI. Et c'est la disponibilité qu'on s'accorde à donner à nos clients, en fait. Et du coup, c'est des choses que les équipes doivent définir par elles-mêmes pour assurer que quand cet SLA tombe trop bas, là on est alerté et on doit intervenir. Ça diffère vraiment des choses comme disait Fred, du CPU à 100% ou de la latence qui augmente d'un coup puis après qui disparaît. En fait, c'est pas des choses qui ont forcément beaucoup d'intérêt tant que ça n'a pas un impact sur la disponibilité qu'on fournit. Et du coup, on repasse sur des problèmes de performance. Donc, voilà. Donc, on a vu notre appli, elle est trop lente. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a tout sur une seule machine. On peut attaquer le problème avec les bonnes vieilles architectures tiers qui ont fait leurs preuves. Ça marche très bien, jusqu'à un certain point. En gros, on va découper l'idée en différentes couches notre application pour accorder donc de la capacité à chacune de ces couches. Donc ça va permettre de scaler tout simplement. Typiquement, on va avoir une couche de présentation qui va servir des fichiers statiques, donc ça on n'a pas besoin de le mettre dans l'application. On va mettre on peut faire aussi du rendu dynamique côté serveur avec du PHP, des choses comme ça. On va mettre
notre serveur applicatif qui va contenir la business logic. Donc là, ça va être vraiment les algos. C'est souvent ce qu'on appelle le middle tier. Et puis la persistance derrière. Donc voilà, on distribue en fait les responsabilités comme on le ferait dans une application. Ça a fait ses preuves. Est-ce que potentiellement vous avez des questions avant qu'on continue? Parce que, tant qu'à faire, profitez-en. Si vous voulez, on peut continuer. Non. C'est bon? C'est clair? On ne vous entend pas trop. Bon, du coup, notre application, elle est toujours trop lente. Du coup, on a les architectures entières, mais ça marche toujours pas. Donc, ce qu'on va faire en tant que software engineer, c'est que maintenant on va dire bon bah mon application elle est trop lente malgré le fait que j'ai séparé la business logic du front-end et du back-end. Du coup maintenant on va dire je décompose mon application en une architecture microservice. Ça va en fait permettre d'avoir des services qui ont un périmètre applicatif beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint. Mais l'avantage derrière c'est qu'aussi on peut dire bon bah voilà cette application là qui fait ce bout de code, cette multiplication de matrices ou cette encryption de clés, ce genre de choses, c'est elle qui coûte cher. Donc, une fois qu'on est capable d'identifier les blocs qui sont des services à part entière, déjà qui peuvent être réutilisés par les autres applications, mais en plus de ça, qui sont très isolés, on est capable de faire quelque chose, c'est de scaler horizontalement. Bon, j'ai mis des triplés et des jumeaux pour vous montrer. Imaginons que du coup, on a l'application multiplication de matrices qui est très chère, qui est utilisée par beaucoup, et en plus, qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Ben, maintenant qu'on est décomposé en microservices, on va pouvoir dire j'ajoute 3 instances de cette application, mais le reste, je le laisse tel quel. Ce qui permet en fait de se retrouver dans une situation où on densifie déjà nos infrastructures, et en plus, on consomme pas des ressources pour rien, parce que imaginez si à la base on avait encore le front-end qui était mélangé à notre multiplication matrice, plus la clé, plus les algos ou quoi, en fait, ben, tu demandes 50 CPU supplémentaires pour un truc en React. Voilà quoi, ça n'a pas vraiment de sens. Les avantages, les deux raisons pour lesquelles on va vouloir augmenter le nombre d'instances, c'est du coup pour potentiellement augmenter la charge. Imaginons, bah, on a 3 nouveaux clients qui sont très très gros, bah, on va augmenter de 50% la charge sur cette partie de l'application qui est un bottleneck. Ou aussi, pour une autre raison, ça va être de faire de la haute availability. Du coup, on va vouloir augmenter la disponibilité de notre processeur, parce qu'on sait que potentiellement notre instance, elle a tendance à crasher, parce que faut se rappeler qu'on est dans la vraie vie et qu'une application qui tourne en live pendant un mois, ça n'existe pas. Donc ça crache, c'est normal. Mais pour maintenir la viability, le temps que l'application elle tombe, on utilise du load balancing pour dire bon bah celle-ci elle est morte, bah, on continue de distribuer de la charge sur les deux autres qui sont là. Donc là on introduit du coup la notion de load balancing. Donc transition, mal foutu. C'est vrai. Bon là on a plein d'applications, plein de serveurs. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On les met où nos serveurs physiques? Parce qu'il faut pas les oublier ceux-là. Et ça c'est un vrai métier. Quand on commence en fait, typiquement on va mettre un serveur sous une table, sous le bureau du PDG, sous clé, on est content, ça marche. Et après, on va commencer à rajouter des machines. Ah, ça commence à faire du bruit, ça commence à chauffer. Ah, il faut l'alimenter. Ah, puis il faut amener du réseau. Et ça grandit. Alors, on peut construire, par exemple, une salle dédiée dans l'entreprise. Puis on se rend compte que ça chauffe, alors on met des climatiseurs. Puis on retrouve un matin de climatiseur comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Complètement congelé. Pourquoi? Parce que les serveurs ont commencé à chauffer un petit peu, donc ils tirent plus, il veut refroidir, et ils s'auto-congèlent. Et ils refroidissent plus. Et ça peut arriver à ça, on n'en est pas loin. Donc, vraiment, gérer une infrastructure, c'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps. À l'échelle de Criteo, on a des kilomètres et des kilomètres de câbles réseau, donc on a même des gens qui vont optimiser le chemin des câbles réseau pour diminuer les coûts, pour diminuer la latence. Il faut gérer la bande passante, renégocier tous les contrats tous les mois. Enfin, c'est un vrai métier. Donc, ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte. Donc, typiquement, on va se retrouver à déléguer une partie du travail. Par exemple, chez Criteo, on a des gens qui vont racker les machines, ce qui est rien que ça, c'est assez intéressant. L'an dernier, ils ont racké
presque 12 000 machines dans l'année. Et une des problématiques de logistique, c'est quand les camions arrivent avec les serveurs, il n'y a pas de place pour mettre les cartons. Donc, il y a une équipe qui commande une rack par semaine. Hein. Voilà. Donc on en est à ce degré de logistique à gérer. Voilà. Pour rebondir un peu sur ça, sur ce que Fred disait, c'est vraiment pas si anodin que ça. Hein. La gestion de l'hosting, c'est vraiment un métier à part entière. Et les équipes sont vraiment dédiées à ça parce que, pour petite anecdote marrante, un jour à Criteo, il y a eu une boucle réseau sur un des data centers. Et ça a commencé à faire chauffer les machines. Chauffer. Et ce qui s'est passé, c'est que le fournisseur de data center, celui à qui on loue les emplacements, il nous a appelé, il nous a dit, là, vous êtes en train de faire chauffer trop le data center et vous êtes en train de mettre en danger les autres personnes à qui on loue de la place. Du coup, si vous faites rien, on va devoir débrancher toutes vos machines. Et c'était ce qu'il nous a dit. Il a dit, on débranche tout. Tu as oublié l'étape intéressante où les sprinters sont déclenchés. Oui, c'est vrai. Et du coup, une fois qu'on est dans cette situation-là, du coup, on a des gens qui ont dû identifier. C'était un dimanche. C'était notre lead qui était d'astreinte ce jour-là. Et dimanche, il avait des copains chez lui, tout ça. Il est appelé et on lui dit bon bah qu'est-ce qu'on fait? Il y a une boucle réseau sur nos data centers. C'est en train de cramer. On fait quoi? Du coup, ils ont dû identifier les machines qu'on avait le droit de couper le courant un peu rapidement pour faire diminuer la température. Le temps de, trouver que c'était une boucle réseau. Parce qu'à ce moment-là, on sait pas. On voit juste que la température, elle monte. Donc, on est dans une situation où ça crame juste. Et les gens avaient vraiment besoin de retours sur ça, de métriques, d'observabilité, comme ce qu'on vous a dit, de faire de l'incident management. Et c'est dans ces situations-là, en fait, qu'on a vraiment besoin de gens qui sont dédiés à ça, en fait. C'est très impressionnant. L'équipe qui fait ça à Crypto est super douée. Maintenant qu'on a du hosting, on a plein de choses qui fonctionnent, on se retrouve quand même dans une situation où même si notre code il est versionné, pour faire du config as code, de l'infrastructure, tout ça, le problème c'est que les gens ils ont un peu trop profité du système, ils ont dit on a plein de configs différentes. Et maintenant, on se retrouve avec 150 repos, avec une configuration qui t'installe une version du kernel 4.13 et une autre 4.18. Tu sais pas pourquoi, mais t'as des spécificités, t'as des GPU, t'as des machins, t'as des trucs. Et là, dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu vas vouloir virtualiser ton infra. Pourquoi? Pour pouvoir la normaliser. Parce que c'est plus simple de gérer plein de machines qui ont exactement la même configuration, avec potentiellement d'autres choses qui vont pouvoir faire de la virtualisation plus haut niveau après. Et en plus pour augmenter la densité. Parce que qui dit machine qui n'a plus de spécificité, dit c'est plus simple de mettre des applications qui cohabitent ensemble sur ta machine. Et de dire, celle-ci elle consomme 5 CPU, celle-ci elle en consomme 2. Coup de chance, ma machine elle a 7 CPU, vas-y, on va les mettre ensemble. Et on va les regrouper pour optimiser notre densité. Et pour ça, il existe plusieurs manières. Frédéric va en parler. Donc la première, qui est je pense bien connue par tout le monde maintenant, c'est la virtualisation. Donc on va créer une machine virtuelle assistée par le hardware et le système d'exploitation. On a différents types d'hyperviseurs, j'en liste quelques-uns là. Et l'idée c'est on va tout contenir dans une machine virtuelle. L'avantage de la machine virtuelle, c'est qu'on a son propre système d'exploitation, tout est complètement isolé et sécurisé par le hardware. Donc c'est la forme d'isolation la plus forte qu'on connaisse. Après, il y a d'autres inconvénients par rapport aux autres méthodes qu'on va vous montrer. Notamment, ça commence à faire des images très très grosses et puis on doit gérer tout un catalogue de machines virtuelles qui ne fait que grandir. Mais ça marche quand même très bien. Mais ça marche très bien. Donc ça c'est ce qui se passe au niveau d'un serveur donné. On fait cohabiter toutes les machines et puis c'est le CPU qui dit ouais toi tu peux parler, toi tu peux travailler. Il y a d'autres techniques qui sont on peut aussi faire du cloud très classique avec une architecture basique de cloud. C'est un control plane, un network, des nœuds compute, des nœuds storage. Et du coup, on peut se servir de ça pour pouvoir augmenter le nombre d'instances qu'on a, parce qu'en fait, c'est plus de notre côté, mais c'est sur les data centers des gros gens qu'on pourra jamais battre. Donc de toute façon, on peut profiter de leurs ressources un peu pour rajouter des machines dans leur DC. Ça, c'est d'ailleurs une photo du DC de Criteo
à Paris. Si vous venez, parce que c'est bien, vous pourrez visiter ce DC et voir les petites lumières bleues et tout ça, et voir le travail qu'on peut faire à l'intérieur. Ce que montre un peu l'architecture là, faite grosse maille d'un cloud, c'est cette notion qu'il faut rajouter des composants pour manager en fait tout l'ensemble des machines, le placement des machines virtuelles ou les créer et distribuer les différents types de ressources qui peuvent exister. Et il y a toute une problématique aussi de gestion de réseau, si vous voulez, on pourra en parler plus longuement après. Comment on fait parler tout ça, et aussi s'il y a plusieurs intervenants. Vous avez vos propres équipes qui gèrent vos data centers ou vous les faites, opérer par quelqu'un d'autre, style HP ou... Oui et non. En fait, il y a une équipe. Ce qu'on délègue, c'est la partie logistique. Donc, c'est un prestataire qui va venir racker les machines, les câbler. Nous, par contre, on gère tout le reste au-dessus, notamment la négociation de tous les contrats, le design, c'est fait chez nous. Après, les data centers eux-mêmes, on les construit pas, on s'appuie sur des data centers existants, les plus gros, et c'est de la colocation. Ouais, je réfléchis dedans, ouais. Oui, effectivement, toute la partie design du data center, c'est nous qui le faisons. Puis après, en fait, on va avoir des gens qu'on va employer pour dire, bon, est-ce que tu peux aller mettre ce câble à cet endroit-là et mettre le disque à cet endroit-là. La partie purement technique d'installation des machines et tout ça, c'est pas nous. Et puis après, tout est contrôlé en remote depuis les équipes SRE et d'infra. Ouais, oui. Bon, du coup, il y a la virtualisation. On va pas forcément s'attarder énormément sur ça. Vous avez peut-être vu. Donc, il y a les techniques de virtualisation classiques pour augmenter la densité. Et les techniques de conteneurs qui sont un peu plus intéressantes parce que du coup, on est sur un OS, on est sur une machine aussi qui a un OS. Mais on va pouvoir, au lieu de fournir un OS par application, là on va dire, voilà ta couche de fichiers qui est appropriée à ton application. Donc, faut se rappeler que les containers c'est pas que Docker, hein, et que ensuite, quand on propose des containers, on va pas le vrai intérêt des containers, c'est pas de containeriser l'application, c'est d'abstraire la couche de stockage qui est nécessaire pour faire tourner l'application. C'est ça le vrai intérêt du container. C'est qu'on a de l'infrastructure virtuelle qui est vraiment pas chère parce que c'est des solutions qui sont natives en Linux et tout ça et ça coûte pas cher. Et on n'a pas d'OS, on n'a pas de surcouche d'OS. Mais nous, à Criteo, on a des systèmes de containerisation, mais les applications sont pas dans les containers. Elles ont ce qu'on appelle des C-groupes pour ceux qui voient ce que c'est, Linux, tout ça, machin. Et l'application tourne vraiment, sur la machine, c'est pas sur une espèce de machine virtuelle ou quoi. Elle tourne sur la machine, si on fait un PS-AUX, machin, on voit le binaire. Mais la couche de stockage est abstraite. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, parce qu'elle sait pas qu'elle est sur une machine qui a potentiellement d'autres choses qui tournent à côté. Et en même temps, elle bénéficie de toutes les performances qu'on peut avoir sur une machine qui tourne les trucs nativement comme un bourrin, Java-Java, quoi. Et il y a un déplacement des responsabilités. C'est-à-dire que on peut avoir une équipe qui gère que l'OS et le hardware, et les développeurs peuvent être responsables de leur dépendance et vraiment de tout ce qui constitue l'application. Ce qui donne en fait des architectures où le hardware en fait devient quelque chose de banal et qui est à la demande et qui peut être raffiné selon les besoins des utilisateurs et à la demande. C'est une solution qui est clé en main. Moi, je vais y aller. Donc, pour gérer tous ces conteneurs, en fait, il faut un grand chef d'orchestre qui va les placer sur toutes les machines qu'on puisse avoir. Il existe différents types de schedulers, donc ça, ils sont très orientés container. C'est des grands noms. C'est pas tellement pour vous montrer ça, en fait, c'est plus pour vous expliquer un peu quelles sont les problématiques qui peuvent y avoir dans la gestion de multiples machines sur lesquelles on veut déposer des conteneurs. Donc typiquement dans des architectures distribuées de conteneurs, on va avoir un agent sur chaque serveur qui va être responsable d'exécuter le conteneur, de le lancer.
et de reporter son statut au grand Manitou. Et après, il y a toute une problématique en fait de gestion de ressources. Par exemple, on peut avoir des tâches de machine learning où on aurait envie de dire bon bah donne-moi toutes les ressources que tu as maintenant sur le cluster, scale mon application à l'infini. Mais après, il y a un petit voisin qui peut arriver, donc là, il faut reprendre les ressources. Donc, on parle de task preemption, et pour la redistribuer. Donc, il y a toutes ces mécaniques-là, et les mécaniques de placement des conteneurs, par exemple. Si on a une application, un tiers classique, avec un front-end, une database, un middleware au milieu, si on met tout sur la même machine et que la machine roule, ben, on a perdu. Donc, il faut être capable aussi de dire, oui, je veux pouvoir séparer mes tâches. Du coup, on a de l'orchestration, on a de la virtualisation, ce genre de choses. Ah, ouais, vas-y. Sur le slide d'avant, Ouais. le Borg, c'est les sauvegardes ou c'est un autre outil? J'ai pas entendu. Le Borg, c'est les sauvegardes ou c'est un autre outil? Borg, c'est le contrôleur de Google. Il est pas open l'équivalent source. de Kubernetes, mais pour Ouais. Google en interne. Ouais. Du coup, on a parlé de plein de choses, d'orchestration, scheduling, de densité de nos applications, tout ça. On a parlé du fait qu'on pouvait avoir nos DC de notre côté, on a parlé de cloud aussi, mais maintenant il existe aussi des choses qui sont l'hybrid cloud, qui veut dire, bon, bah, soit j'utilise plusieurs types de cloud différents, parce qu'il y en a qui sont un peu moins chers que d'autres, et parfois ils nous refusent de créer des instances, et d'autres ils refusent pas. Et il y a aussi des situations où on veut potentiellement dire, bon bah, ces applications, elles sont trop dangereuses, je veux qu'elles soient sur mes DC. Et par contre, les applications qui servent un peu à rien d'expérimentation, on fait, bon bah, on les déploie dans le cloud. Et en fait, du coup, là, on intègre les notions de... Non, ça marche pas ça. Il ne reste pas trop longtemps. Du coup, pour ces choses-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire de l'hybrid cloud pour pouvoir optimiser la latence. Parce que nous, en fait, à Criteo, si on a notre data center... explique ce que c'est. La latence? Non, l'hybrid cloud. Oui, l'hybrid cloud, du coup, c'est le fait d'avoir un data center, un cloud, mais en fait, c'est managé par les mêmes personnes, que ce soit dans le master, ou que ce soit dans le data center ou dans le cloud. L'idée, c'est de donner des ressources, et en fait, on s'en fout un peu d'où elles viennent. Et pour ça, parfois, si on donne des ressources disponibles, il y a des parties qui vont être plus performantes que d'autres. Typiquement, nous à Criteo, les data centers en local, s'ils nous appartiennent, c'est parce qu'en fait, on a des problématiques de latence. On est obligé de répondre en moins de 100 millisecondes à beaucoup de requêtes, et si on utilisait du cloud, on ne pourrait pas. Du coup, pour ça, nous, on utilise nos propres data centers, mais pour les applications qui ne sont pas très intéressantes, on pourrait très bien dire, tu déploies dans le cloud, de toute façon, toi, tu tournes en live, tu ne reçois pas de trafic, donc on s'en fout que tu aies des requêtes de réseau. Parce qu'en fait, ce qui nous coûte très cher, nous, c'est principalement le réseau. Parce qu'avoir du 100 gigasecondes un peu partout, oui, c'est Tokyo, les États-Unis, je crois, 400 gigasecondes qui a été construit il n'y a pas longtemps. Et maintenant, on va parler c'est plutôt un use case rigolo pour vous montrer un peu ce que ça peut être le boulot de SRE. On va vous parler d'une équipe avec laquelle on a beaucoup travaillé, et c'est Fred qui va présenter ça. Ouais, donc c'est pour vous présenter la notion de discovery. Donc maintenant, on a des conteneurs qui sont représentés par Barbie et Ken. Donc ils sont chacun sur leur serveur, et ensemble, c'est ces deux services qui veulent parler l'un avec l'autre. Mais voilà, comment ils savent comment se parler, où il est, où est Ken? Parce que Ken, il peut être sur la machine 1, 2, 3, mais aussi il va écouter sur un port qui lui est donné par le cluster. C'est même pas le port standard, je suis pas le port 80 à chaque fois. Donc, il faut passer par un intermédiaire. En l'occurrence, on utilise Consul en interne. En fait, ça va être un annuaire. C'est un Tinder. Ouais, globalement, c'est un Tinder des applications. C'est vraiment ça. Donc, il y a Barbie qui va contacter Consul ou Tinder et dire moi je suis là. Voilà. Ken aussi. Et du coup, ils peuvent se retrouver l'un l'autre. Donc ça, c'est le principe de base de la discovery, en fait, c'est qu'on va être obligé d'introduire une espèce d'annuaire au milieu pour qu'ils se retrouvent. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que Ken, il peut déménager. Il a changé de numéro de téléphone. Alors Barbie, il doit encore le retrouver.
Alors comment on doit gérer ce type de problématique-là? Ça peut arriver, ça arrive tous les jours en fait. Par exemple, on doit redémarrer une machine pour la mettre à jour, la cracher, donc les applications en fait elles sont tout le temps en train de se balader de serveur en serveur. Donc le principe de base de la discovery, c'est de dire t'es encore vivant, t'es encore là, donc poc poc poc, donc il répond et ça nous permet de détecter en fait dès qu'il y a un problème avec une application à déménager. Et ça permet de notifier Barbie, hey, maintenant Ken il s'est déplacé. Donc ça en fait c'est ce qu'on appelle techniquement pour détecter si une application est morte, on appelle ça un health check. Enfin je sais pas comment on appelle ça en français. Enfin voilà. Donc les applications elles doivent être restructurées un tout petit peu pour exposer une manière d'être contrôlée en fait. Donc typiquement on va avoir si c'est un web service, il va y avoir un endpoint en plus slash health check, are you okay, et puis le service consul va venir poler l'instance pour voir si c'est toujours vivante. L'idée globalement du health check, c'est qu'en gros, chaque application qui est créée dans Criteo qui va être censée être sur le web, ça va être des applications à qui on va imposer d'implémenter un point d'entrée via une application REST ou ce que vous voulez, qui va être requêté. On va leur dire, bon, vous nous donnez ce point d'entrée, et nous, on va se charger de le requêter toutes les n secondes, et si votre truc il a failli plus de 3 fois, on tue votre application parce qu'on ne gâche pas des ressources. L'idée, c'est globalement ça. Et du coup, en fait, le health check, nous, ça nous donne un très bon indicateur de est-ce que mon application est en vie. Mais du coup, on force les développeurs aujourd'hui à dire bon, ton application, si on veut savoir si elle fonctionne et si on veut que la prod elle tourne, tu dois implémenter un truc qui est capable de répondre oui, je marche bien, oui, je marche pas bien. Donc en gros, on force les développeurs à dire t'es responsable de ton application et t'es responsable de savoir comment dire mon application marche ou marche pas. Donc en fait, avec ça, on a des indicateurs très précis de l'application, elle fonctionne ou pas, et c'est responsabilité du développeur. Nous, notre responsabilité, c'est juste de dire t'as pas respecté le contrat, à la poubelle. La notion de health check, elle est assez ancienne finalement, elle date bien avant le DCC Architecture Container. On l'a retrouvée dans la notion en fait des load balancers classiques, ce qui permet d'avoir plusieurs Ken en réalité. Et ça c'est cool, parce qu'on tue un Ken, il y en a toujours un qui répond. Mais pour savoir ça, et pour savoir quel est celui qui est vivant, il faut les health checks. Donc ça, c'est les architectures classiques. Au milieu, on a HAProxy, c'est une des solutions de load balancing du marché. Vachement moins cher qu'un F5. Vachement moins cher qu'un F5. Mais il faut savoir le gérer. Voilà. Mais voilà, le HAProxy, lui aussi, il peut se barrer en vacances. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a plusieurs solutions. On commence à sentir que c'est un problème qui n'en finit pas. Donc, classiquement, on va jamais avoir un seul proxy, parce que si le proxy meurt, on est foutu. Donc, il faut plusieurs proxys. Il faut que Barbie puisse trouver le proxy par lequel elle va passer. Donc, Consul, qui est un produit assez récent, prend en charge juste la discovery. Donc ça, c'est cool. Au moins, on peut garder l'architecture qu'on a. On dit, on n'a toujours pas de problème. Demande où est Ken. Consul lui répond, il faut que tu passes par un des 3 proxys. Et voilà. Et tout va bien. Après, il peut y en avoir un qui meurt, c'est pas bien grave. Mais Consul, lui aussi, peut mourir. Donc pour arrêter ce problème infini, en fait, on se rend compte que la discovery, c'est un problème d'architecture distribuée. On doit arriver à construire un service comme Consul qui est hautement disponible. Donc on va avoir plusieurs serveurs Consul qui savent se parler entre eux et qui se mettent d'accord sur un état. Donc quand Barbie demande où est Ken, peu importe quelle demande, elle aura toujours la même réponse, normalement. Il y a peu de choses près. Après ça, on peut rentrer dans les détails si vous avez des questions. Mais l'idée après, c'est qu'on va créer un cluster de 3 machines. Il y en a une qui est leader, et c'est le conseil leader qui va répondre aux requêtes. Après, il y a d'autres types d'architecture qui commencent à naître, dont tout le monde parle. On peut dire, en fait, on oublie tout ça, on va mettre un agent sur chaque serveur physique.
et il va rendre la communication complètement transparente. Donc en fait, Ken, maintenant, il a une super Tesla qui est complètement automatisée, il ne sait même pas comment elle conduit. C'est la connexion qu'il va vouloir établir avec Barbie, elle va être proxifiée, enfin il va y avoir un reverse proxy de son côté, et un autre proxy de l'autre côté qui va traduire tous les ports, toutes les adresses. Il dit juste je veux parler à Barbie. Et puis lui il sait où est Barbie, et la communication est une comme ça. Et bien sûr il faut un control plane qui va configurer en fait tous les proxys sur tous les serveurs. Ce genre d'application, enfin ce genre d'architecture, c'est globalement ce qui est en train d'émerger sur à peu près tous les systèmes, autant que ça soit du monitoring, du logging, de la discovery, de l'orchestration. Le gros serveur qui fait tout, même s'il est distribué, ça marche plus trop, et on est dans une situation où maintenant, quand on gère des grosses infrastructures, 35 000 nœuds, ça fait beaucoup de capacité de calcul par rapport à 5 nœuds ou 10 nœuds qui sont très puissants. Du coup, c'est vraiment maintenant ce qui est en train d'émerger. Sur les grosses boîtes qui ont des capacités d'ingénieurs un peu supérieures à la nôtre, ils réimplémentent tout en mode agent avec un control plane derrière. C'est le truc un peu... Ça, l'intérêt en fait aussi, c'est qu'on peut faire plein d'autres choses rigolotes comme du tracing, du monitoring. Comme on est joueur, on peut injecter des fautes. Si par exemple on fait du chaos engineering. Du chaos engineering, c'est vachement bien ce type d'architecture. On peut aussi reforwarder le trafic. Si par exemple il y a des incidents sur tout un DC, on peut tout rediriger le trafic de manière transparente et dynamique. Donc c'est assez prometteur, c'est pas encore prouvé que ça scale à l'infini, on sait pas encore, ça commence à émerger, c'est très prometteur. Ouais. Du coup là si le gars qui déménage, ça se passe comment par rapport c'est pareil qu'il va être là, il va y avoir un autre agent, et t'as toujours besoin d'un check, hein, c'est entendu. Mais la synchronisation, elle est faite à ce niveau-là, en fait, c'est l'agent qui les agents. Ouais, c'est les agents qui ont la connaissance, en fait. Ouais. Mais tu as toujours besoin de cette mécanique de check. Ça, tu peux pas y échapper. Et ça, petite note plus technique, c'est des proxys qui sont à la couche 7 du réseau. Contrairement à des architectures comme ça, où on pouvait descendre dans la stack et être au niveau 4, là, il faut que le proxy en fait comprenne le protocole, parce qu'il est obligé de l'intercepter et de le rediriger. Donc les solutions actuelles typiques vont parler du HTTP, du gRPC, et puis basta. Si vous voulez faire de l'UDP, oubliez. Ouais. Du coup, là, ce dont on vous a parlé au fil de cette histoire d'application qui avait besoin de pouvoir scaler, une entreprise qui a grossi avec plein de services, en fait, on vous a mentionné presque toutes les principales branches de SRE. Globalement, vous avez vu, c'est toujours du software engineering, il y a un côté système, et en fait, il y a des spécialités. On a mentionné la spécialité du monitoring, de l'incident management, du scheduling, de la discovery. On n'a pas parlé du data processing et du storage, parce que sinon on aurait dû faire une présentation de 6 heures à côté encore. Mais c'est des équipes qui existent aujourd'hui. Là, j'ai essayé de faire la liste des principales équipes qui sont SRE, mais il y en a plus que ça. Il y a des spécialités encore intérieures pour le storage. Il y a ceux qui font plutôt les brokers, ceux qui font plutôt du bash, ce genre de choses. Il y a plein de choses différentes. Il y a data processing, il y a ceux qui font du Spark. Je crois que normalement vous en faites encore cette année, ouais. Il y a le TP Spark, non, un truc comme ça. Ouais, je crois, un truc comme ça. Le truc avec les constellations d'étoiles ou je sais pas quoi, je me souviens. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être pas. Peut-être ouais. Par contre, on fait du storage un peu, non? On fait du storage, ce genre de choses un peu. Donc la réplication, des choses comme ça, on n'a pas encore commencé. Ok. Vous avez vu ça un peu? L'objectif de cette année, c'est que les microservices, on a vu un Kubernetes qui surveille tout, je tout en conteneur. Ah, c'est cool quand même. Et franchement, Je pensais pas. des systèmes de code message, on a vu du Capita aussi, avec le store. Du coup, vous voyez plein de petits composants d'infrastructure comme ça, c'est cool quand même. Du coup, voilà, SRE, c'est un truc qui a été inventé à la base par Google pour Site Reliability Engineer.
Et si vous voyez, ben, quand on prend tous les mots du livre de Google qui parle de ça, qui est super intéressant, je vous incite à le télécharger, il est disponible gratuitement sur Internet par Google. Et ça parle de plein de bonnes pratiques, de plein de choses super intéressantes sur comment gérer les opérations, comment gérer des équipes. C'est pas purement technique, et ça parle surtout des problématiques qu'on peut voir dans des grosses entreprises. C'est vraiment génial. Si vous avez le temps de le lire, je vous invite vraiment à faire, parce que... Le livre sur le SRE, c'est ça? Ouais, le livre sur SRE, SRE Book Google, premier lien, il est disponible en PDF, et il est vraiment, vraiment génial. Ça parle de plein de choses, et il y a même un playbook maintenant qui est sorti, je crois, qui montre un peu des petits TP pour comment faire des opérations comme un SRE. Mais pas Google. Mais pas à Google. Il n'y a pas la sauce secrète. Non, ça, ils ont quand même leur sauce secrète encore. Du coup, bon, bah, what's next? Maintenant qu'on vous a parlé de tous ces trucs un peu marrants, qui sont parfois un peu compliqués, ça, c'est les choses qui sont en train d'arriver à la Criteo. Il y a de la Container Orchestration as a Service. Donc, les schedulers qu'on vous disait, aujourd'hui, on en a qu'un seul, mais on est en train de faire en sorte de pouvoir avoir des schedulers dans des schedulers, pour pouvoir fournir des schedulers pour des applications, pour des équipes. L'expérimentation, donc ça c'est plutôt Fred, la GPU Experimentation pour les chercheurs, pour faire de l'IA. On est en train de migrer 20 000 serveurs Windows en .NET Core pour passer sur Mesos, notre scheduler à nous. Donc on va faire grossir énormément notre cluster Mesos d'ici peu. Ça va être, c'est des sujets en cours. Il y a du VIP as a Service, des SDN. Il y a des gens qui poussent plus ou moins pour faire de l'automated canary testing et de l'end-to-end testing. Donc pour faire des choses un peu rigolotes sur du test d'infrastructure en live et voir comment ça se passe en déploiement avec des canaries. On n'en a pas forcément parlé, mais si vous avez des questions, on pourra vous en parler. On vous a montré plein de choses, des composants d'infrastructure qui sont très compliqués à gérer tous entre eux. Il y a plein d'équipes qui ont plein de connaissances très précises sur ces domaines-là. Il y a un projet qui est en train d'être créé pour pouvoir fédérer toutes les connaissances de toutes les équipes SRE. Ça va commencer par l'équipe Discovery et l'équipe Scheduling pour pouvoir juste dire pourquoi ça marche pas, et le truc il nous répond. Ça marche petit à petit. De la détection d'outliers pour les gens qui font un peu plus de data science sur le monitoring, pour pouvoir détecter des incidents plus rapidement. De l'automatic scaling pour dire mon application elle va avoir, 250 clients dans les 3 jours qui arrivent. On va rajouter plein de trucs. Et on a un truc un peu rigolo qui va prendre au moins 1 an, qui est migrer à Hadoop 3. Parce qu'aujourd'hui, on a Hadoop 2.7, je crois. C'est ça. Et on a un très très gros cluster Hadoop, et c'est pas simple de migrer d'une version à une autre, quand on a autant d'applications. Et du coup, on a la migration d'Hadoop 3 qui est encore en train d'avoir lieu. Vas-y, fais ta pub. Ouais, c'est pas tellement la mienne. Il y a aussi le laboratoire d'intelligence artificielle qui est en train de se créer chez Criteo. Donc ça, c'est juste là. C'est Criteo. Ah ouais, mince. Ça, c'est juste les donc voilà, l'idée en fait, c'est d'améliorer tous les algorithmes qui sont utilisés de recommandation chez Criteo pour explorer des branches comme le deep learning, et de créer toute une plateforme d'apprentissage, de serving, et puis de tuning. Donc voilà, c'est le gros sujet qui est en cours. Il y a beaucoup de recrutements qui se font au sein du département d'IA. Donc voilà, ça vous intéresse aussi. Ça aurait été plus les collègues de DS, là, on pourra toujours, on vous enverra les slides s'ils sont intéressés. Mais c'est pas des CRE. Ouais, ça c'est pas des SRE. Il y a des SRE qui travaillent pour eux. On est bien d'accord. Et démo, j'aurais bien voulu, mais je peux pas vous montrer mon Mac. Du coup, en gros, ce qu'on voulait vous montrer, c'est le processus de déploiement dans le Criteo. Donc, il y avait je vais essayer de décrire. Je faisais une petite application. Il y avait une review de code. On l'a déployé en pré-prod, et puis on l'a déployé en prod, et on voyait qu'elle existait en prod, et on vous montrait le processus. Bon, c'est pas très grave, ça vous laisse plus de temps pour la question, s'il reste du temps. Ouais. Il est quoi, les 3h15, donc non. Ah voilà, nickel, c'est bien. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on y répondra.